Alors, je m'appelle Pierre Lebel et je suis le conseiller syndical à la formation pour la région de la capitale nationale de la FPC. Alors, au nom du vice-président exécutif régional pour la région, Alex Silas, je vous remercie de votre présence à ce webinaire sur le retour au travail à la suite de la crise de la COVID-19 et une démarche pour une transition vers une nouvelle organisation du travail. This webinar is offered with interpretation. To hear the presentation in the language of your Vous choice, aurez accès à l'interprétation. Pour choisir la langue de votre choix, on vous demande de cliquer sur l'icône Interprétation en bas à droite de votre écran. Vous pouvez choisir la langue de votre choix. Alors, c'est écrit Interprétation en bas à droite et vous cliquez dessus ou vous choisissez votre langue. Webinaire. Pour entendre la présentation dans la langue de votre choix, cliquez sur Interprétation, l'icône qui est située en bas de votre écran, et choisissez la langue qui vous convient. Alors, justement, vu que je passe du français à l'anglais, vous devriez voir. Si jamais vous avez des problèmes, vous n'entendez pas l'anglais ou vous n'entendez pas le français, levez la main, on va essayer de voir un peu s'il y a des problèmes. Alors, donc, je vous laisse le temps de faire ça, vous passez d'une langue à l'autre. Si vous êtes à l'aise dans les deux langues, vous pouvez laisser ce qu'on appelle l'interprétation du plancher. Alors, vous allez entendre dans la langue de la personne qui parle. Alors, ce webinaire est en deux parties. La première partie sera présentée par Martin Chadouin. Martin est professeur au département d'organisation et de ressources humaines à l'Université du Québec à Montréal. Il est aussi membre de l'équipe de recherche en prévention durable, en santé et sécurité et environnement de travail à l'Institut de recherche Robert Sauvé de santé et sécurité au travail, l'IRST. Mr. Chadouin will present considerations for returning to the office and facilitating the transition to new forms of work organization. He will also discuss adaptable proposals to guide organizations as they reopen their offices and help those who are involved in these processes, including unions such as PSAC, think of ways to bring them to fruition. Mr. Chadouin's presentation will be in French and should last about 40 minutes. Et ça durera environ 40 minutes. La prochaine partie, c'est une période de questions-réponses. Maude Granella travaille aussi à l'IRSST et c'est une chercheuse qui a travaillé sur ce projet. Maude pourra vous répondre en anglais et en français. Vous pouvez déjà nous les envoyer. Vous voyez dans le bas de l'écran, à côté de l'icône interprétation, il y a une icône questions-réponses. Alors, vous pouvez, à cet endroit, entrer vos questions. Elles seront triées et elles seront posées aux chercheurs par mon collègue Marc Belland, que je salue, et moi-même. Et cette période de questions durera environ 40 minutes. Veuillez noter que nous n'accepterons pendant le webinaire que les questions qui portent sur le sujet du webinaire, bien entendu. Si vous avez des questions plus générales sur le retour au travail dans votre propre milieu de travail, incluant des questions au sujet des mandats de vaccination de votre employeur, ne vous inquiétez pas, nous allons en conserver copie. Nous allons ensuite prendre ces questions et les acheminerons soit vers le personnel, soit vers les instances politiques de la FPC. Alors là-dessus, je vous souhaite un bon webinaire et je vous cède la parole. À vous, Martin. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Martin Chadouin. Juste une petite précision, je ne travaille pas à l'IRSST, je travaille avec l'IRSST. En fait, c'était une recherche qui était financée par l'IRSST. Ce soir, justement, ce dont je vais vous parler, c'est le guide qu'on a publié avec l'IRSST et avec les membres de mon équipe, dont vous voyez les noms apparaître à votre écran. Donc, Bénédicte Calvé, Élise Ledoux, Denis Denis et Maude Gonella. On a fait un guide à partir d'une recherche qu'on a faite pendant la crise sanitaire. Donc, dans les premiers mois du Covid, on a suivi une grande administration provinciale pour voir un peu comment ça se passait. Et on a essayé d'extirper des choses pour pouvoir accompagner un retour au bureau futur. Je veux aussi porter une attention particulière au pluriel que j'ai utilisé dans mon titre, vers de nouvelles organisations du travail. Je sais qu'en anglais, ce n'est pas ressorti, mais l'idée, c'est de dire qu'on ne va pas retourner au bureau dans une seule organisation du travail. Il faut qu'on comprenne qu'il va y avoir plein d'organisations du travail différentes, et vous allez voir que c'est le point principal de ma conférence de ce soir. Donc, on pourrait passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis professeur en organisation du travail
mais comme mode, on est avant tout des ergonomes. Alors peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont travaillé avec des ergonomes ou qui ont fait affaire avec des ergonomes, et vous vous dites en ce moment, ouais, pourquoi il vient me parler de ça alors que son expertise, c'est la table, la chaise ou le magnifique ballon sur lequel on voit Jean-Michel assis en ce moment. Un ergonome, oui, ça peut s'intéresser à l'équipement de travail, dont la chaise et le bureau assis debout et toutes ces choses-là, mais ça se pose surtout la question du travail de la personne. Vous pouvez avoir la chaise la plus chère au monde et la plus ergonomique possible. Si on ne comprend pas ce que vous faites avec cette chaise-là, la chaise risque de ne pas être adaptée. Moi, mon travail, c'est de me demander qu'est-ce que font réellement les gens. Et est-ce que l'organisation du travail et les équipements et les tâches et les objectifs et les formations leur permettent de faire leur travail dans l'atteinte des objectifs, mais surtout en préservant, voire même en développant leur santé. Donc, quand on s'intéresse au travail en ergonomie, on ne s'intéresse pas qu'aux chaises et aux tables. On s'intéresse à l'ensemble des éléments qui composent des situations de travail. Donc, je voulais juste vous mettre au fait que aujourd'hui, ce n'est pas le regard d'un ergonome table et chaise qu'on va avoir, c'est le regard d'une personne qui s'intéresse à la complexité des situations de travail. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi on a fait ce guide sur le retour au bureau? Mais tout simplement parce que on sait, tout le monde ici est au courant, on va retourner au bureau, mais le retour au bureau, ce ne sera pas le synonyme d'un retour comme avant. On ne va pas revivre le travail comme on l'a vécu dans les années précédant la crise. Ça, c'est fini, c'est du passé. On va aller vers de nouvelles organisations du travail. En ce moment, on entend beaucoup parler de télétravail, flexibilité. On se pose la question, 2 jours au travail, 3 jours à la maison, 3 jours au bureau, 2 jours à la maison. Peu importe, on se pose cette question. En fait, le retour au bureau, c'est avant tout une opportunité. C'est une opportunité déjà pour les employeurs de diminuer les coûts locatifs. Donc ça, c'est possible que dans vos entreprises, il y a des orientations stratégiques en ce moment qui sont de diminuer l'empreinte locative de votre organisation. Et ça peut se traduire, par exemple, par l'installation de flex office, qu'on appelle aussi le hot desking, ou de postes non attribués. Donc, c'est vraiment quelque chose avec quoi les entreprises composent en ce moment. On a aussi, bien sûr, l'opportunité d'accroître la flexibilité du travail. Ça, c'est un mouvement gestionnaire qui est là depuis les 10, 15, 20 dernières années. On cherche à flexibiliser les emplois avec des horaires atypiques, avec des temps partiels, avec des horaires comprimés. Et donc, évidemment, la COVID-19, c'est une opportunité, de pouvoir continuer à accélérer le mouvement vers plus de flexibilité. Et finalement, il y a une troisième opportunité qui se dessine derrière ça, c'est la question de la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Et là, l'idée, c'est de dire que en flexibilisant le travail, en le rendant peut-être dans l'esprit gestionnaire plus accessible, on va réussir à en faire aussi quelque chose de très attractif. Donc, on est du côté du marketing RH, un peu de se dire, si j'offre des conditions très flexibles de travail, ça va attirer le monde vers mon entreprise. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, toutes ces opportunités, elles sont là. Il faut s'en saisir, OK? Mais nous, ce qu'on se rend compte, c'est que la façon dont les gens s'en saisissent, elle est un peu problématique. La plupart des entreprises en ce moment qui pensent au retour au bureau, elles ont tendance à le penser dans une démarche centralisée et non participative. Et cette démarche, elle se cristallise autour de la négociation d'une entente de télétravail unique. Donc, on parle de retour au bureau, mais en fait, ce qu'on parle vraiment, ce n'est pas le retour au bureau, c'est la négociation de l'entente de télétravail faite dans des sphères qui ne sont pas en rapport vraiment avec le terrain. Ça, il y a plusieurs risques à ça, de rentrer dans ce type de démarche-là. C'est que premièrement, on ne va peut-être pas répondre aux souhaits et aux besoins des employés. Parce que quand je fais une démarche non participative et centralisée, je ne discute pas avec les personnes qui sont sur le terrain. Donc, je ne peux pas comprendre les besoins et les souhaits de mes employés. Donc, je ne peux pas intégrer ça à ma démarche de négociation de l'entente de télétravail. OK? Il y a aussi une autre chose, c'est que négocier une entente de télétravail, ce n'est pas élaborer des modalités de retour au bureau. Ce sont deux processus complètement différents. Quand je pense au retour au bureau, bien sûr que le télétravail va faire partie de la discussion. Mais il ne faut pas oublier l'aménagement de l'espace, il ne faut pas oublier les normes de sécurité, il ne faut pas oublier les ambiances
physique. Il ne faut pas oublier les technologies de l'information et de la communication. Et surtout, il ne faut pas oublier le travail. Il ne faut pas oublier ce que vont faire les gens en tant que tels. Donc, négocier une entente de télétravail, ça ne me permet pas de penser comment les gens vont rentrer au bureau et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Troisième point, certaines personnes, elles ne peuvent pas télétravailler, que ce soit de par la nature de leur tâche, parce qu'elles doivent par exemple travailler sur une machine d'impression que je ne peux pas amener à la maison, ou parce qu'à la maison, les conditions sont très défavorables au télétravail, parce qu'on est 5 avec des enfants dans un 4,5, parce que j'habite à côté d'un endroit très bruyant, parce que ma connexion Internet n'est pas bonne, parce que ceci, parce que cela, peu importe. Il y a tout un tas de raisons qui font que les gens ne peuvent pas faire de télétravail. Donc, c'est important d'aller comprendre ça. Combien de personnes dans mon entreprise peuvent vraiment faire du télétravail? Et ensuite, on a la dernière chose, et ça, c'est la plus importante. Et je pense que pour le côté syndical, c'est celle qui est vraiment la plus fondamentale et la plus intéressante pour vous. C'est que les employés, pendant la crise, ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu les consignes qui allaient leur tomber dessus et leur dire exactement quoi faire. Ils ont réinterprété les consignes sanitaires. Ils ont réorganisé leur milieu de travail. Ils ont pris des tâches qu'ils avaient à faire, qu'ils n'avaient pas à faire avant, et ils se sont mis à les faire. Un exemple, dans le milieu qu'on a observé, à un moment donné, arrivé au 13 mars, tout le monde a été renvoyé à la maison, sauf ceux qui étaient travail essentiel, et le service de suivi et de traitement des dossiers, lui, était considéré comme essentiel. Donc, il y avait une partie du travail qui pouvait encore se faire. Par contre, le service des courriers, qui amène les dossiers au service de traitement et de suivi des dossiers, il était non essentiel. Donc là, on s'est retrouvé dans une situation où, pour le service qui suit et traite les dossiers, on n'a pas l'influx de dossiers qui rentrent, puisque le courrier est déclaré comme non essentiel. Et là, tout le service est réorganisé pour prendre à charge la tâche d'ouverture des enveloppes, de numérisation des dossiers. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est des centaines de milliers d'enveloppes qu'il faut ouvrir et numériser pour les transmettre aux personnes qui suivent les dossiers. Donc, les gens, ils ont agi pendant la pandémie. Ils n'ont pas attendu les consignes sagement, passivement. Ils ont interprété, agi pour pouvoir performer. Et des fois, ça leur a coûté, évidemment, un peu en santé. On peut aller à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide? Ce guide, il est en accès libre sur le site de l'IRSST, que ce soit en français ou en anglais. Ce guide, déjà, ce n'est pas une recette de cuisine. Ce n'est pas si vous suivez ça étape par étape, c'est la bonne solution qui va arriver. Ce n'est pas ça du tout. C'est un ensemble de repères, un ensemble de jalons qui permettent de guider, si vous voulez, les personnes qui sont impliquées dans la question du retour au bureau. Deuxième chose, dans notre projet de recherche, il y a un acteur auquel on n'a pas eu accès, c'est l'acteur syndical. On n'a pas eu la possibilité, on n'a pas réussi à avoir l'acteur syndical. Il y a eu des barrières un peu dans le milieu pour nous éviter d'approcher cet acteur-là. Donc, on a fait ce guide-là sans prendre en compte la question de l'action syndicale au travers du retour au bureau. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la deuxième partie de la discussion, c'est comment vous, en tant qu'acteur syndical, vous pouvez vous approprier cette démarche, vous pouvez vous en servir pour analyser ce qui se passe dans votre milieu et peut-être pour pointer du doigt des endroits où vous pensez qu'il y a un manque dans la conception des modalités de retour au bureau. Finalement, ce qu'on retrouve dans ce guide, c'est un ensemble de grands principes que je vais vous montrer après, un modèle intégrateur qui montre toute la complexité du retour au bureau et une démarche en 3 phases d'accompagnement à l'élaboration des modalités de retour au bureau. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, voilà les grands principes qu'on a fait émerger de la littérature scientifique, du terrain et de nos expertises d'ergonomes et de chercheurs en gestion et en ergonomie. Il y a 8 principes. On va essayer de les passer un peu rapidement pour ne pas trop prendre de temps là-dessus, mais le premier principe, en haut à gauche, c'est qu'il faut reconnaître la complexité. Il faut reconnaître que nos organisations sont des systèmes complexes. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste être dans une pensée linéaire, dans une pensée simple, processuelle, avec des étapes qui se suivent et qui s'enchaînent de façon très régulière. La complexité, c'est le chaos. Ça veut dire que si je bouge quelque chose à gauche, il y a quelque chose qui va bouger à droite, il y a quelque chose qui va bouger devant, il y a quelque chose qui va bouger en bas, en face, à droite, peu importe. Dès que je fais
une action dans un système complexe, ça va engendrer tout un tas de conséquences à d'autres endroits et qui sont difficilement prévisibles. Et plutôt que d'avoir peur de ça, il faut absolument embrasser cette complexité. Le travail, c'est un élément complexe. Il faut prendre le temps de comprendre le travail. Alors, c'est bien beau de dire ça, mais comment on fait? Une des pistes qu'on propose, c'est déjà d'essayer d'éviter le travail en silo. Okay? Éviter les silos fonctionnels dans les entreprises. On s'est rendu compte pendant la pandémie, il y a des études qui ont montré que on pensait au début que les nouvelles technologies et notre capacité à pouvoir connecter rapidement avec les autres, ça allait offrir une capacité créative et de collaboration énorme. Et en fait, on s'est rendu compte que ça renforce les silos. Donc, le télétravail peut avoir tendance à renforcer les silos. Mais si on veut penser le retour au bureau, il faut qu'on casse ces silos. Donc, déjà, ça peut être un indice. Comment le retour au bureau est géré? J'ai pas mal à parier que dans la plupart de vos milieux, c'est les RH exclusivement qui vont gérer ce retour au bureau-là. Eh bien, il faut essayer de faire en sorte de casser ces silos-là. Casser ces silos-là, c'est aussi favoriser la participation de toutes et de tous. Donc, c'est essayer de faire en sorte d'aller chercher de l'information auprès des employés pour la faire remonter sur leurs besoins et leurs souhaits du travail qu'ils font pendant la période de télétravail. Ça, l'idée, c'est que c'est un guide qu'on donne à l'attention des gestionnaires. Okay? Donc, nous, ce qu'on essaie de leur dire, grosso modo, c'est essayer de faire ça en collaboration avec vos employés. Mais vous, en tant qu'acteur syndical, évidemment que vous êtes proche de vos membres et que vous êtes capable d'aller chercher cette information-là pour pouvoir discuter de ce dont les gens ont besoin et ce que les gens ont fait pendant la pandémie. Quatrième principe, en bas à gauche, c'est l'idée de progression. C'est l'idée de pouvoir concevoir une démarche progressive. Il y a plein d'entreprises qui vont dire, OK, le 10 janvier, il y a 50% du monde qui rentre. Et le 10 janvier, ils vont avoir énormément de stress, ça va être le bordel, ça va être difficile, la performance, tout ça. L'idée, c'est que plutôt de se dire, OK, on rentre tous à un moment donné, c'est de se dire, allons-y progressivement. Laissons-nous le temps de se réhabituer à travailler au bureau et à revenir au bureau. La pandémie, là, ça a été une rupture très forte. Il a fallu, du jour au lendemain, qu'on se réorganise, qu'on réapprenne à travailler, en fait, qu'on apprenne à travailler d'une façon différente. Mais quand on va revenir au bureau dans une organisation du travail qui sera plus flexible, ça va être une deuxième rupture. Donc, c'est important qu'on puisse prendre le temps de préparer ce retour au bureau-là et de tester des choses. Cinquième principe, en haut à droite, c'est s'attacher à la spécificité des situations de travail. Ça, c'est l'ergonome qui vous parle, mais pas l'ergonome table et chaise. C'est l'ergonome qui vous dit que les gens, quand ils travaillent, ils font plus que ce qu'on leur demande, ou ils font différemment de ce qu'on leur demande. Okay? On a un principe fondamental en ergonomie, c'est la question de l'écart entre le prescrit et le réel. L'écart entre ce qu'on me demande de faire et ce que je fais vraiment pour réussir à faire ce qu'on me demande de faire. Okay? S'attacher à la spécificité des situations de travail, c'est essayer d'aller chercher ce qui se passe en réalité. Qu'est-ce que font vraiment les gens? Quelles sont les difficultés concrètes qu'ils rencontrent dans leur travail et comment ils font pour les dépasser? C'est ça le travail réel. Si je veux penser à un retour au bureau, il faut que j'aille voir le travail réel. Et ce travail réel, il est toujours différent en fonction des différentes situations de travail. D'accord? Donc, c'est très important de s'attacher à la spécificité des situations de travail. Et pour faire ça, comment on fait? On favorise la participation de toutes et de tous et on ouvre des canaux de communication avec les employés. Sixième principe, il faut laisser des marges de manœuvre. Okay? Il faut s'assurer que les consignes qui sont élaborées, elles laissent assez de marge de manœuvre aux personnes pour qu'elles puissent s'ajuster, se réapproprier ce retour au bureau, essayer de les ajuster pour que ça puisse tenir dans ce qu'on peut faire et de ne pas avoir trop d'impact sur notre santé. Et donc ça, c'est très important parce que, encore une fois, les processus de retour au bureau, ils sont souvent pensés de façon très top-down à travers l'entente de télétravail. Et en général, à un moment donné, il y a une consigne qui tombe et il faut imposer cette consigne-là et il faut la suivre. Nous, ce qu'on propose aux organisations qui pensent leur retour au bureau, c'est de laisser des marges de manœuvre, de faire en sorte que les gens ils puissent s'ajuster, transformer un peu leur organisation pour pouvoir performer et préserver leur santé. Avant-dernier principe,
c'est de mettre en place une démarche itérative. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser le retour au bureau comme dans une démarche qui va du point A au point B et puis à un moment donné, on a fini, avec une succession d'étapes très linéaires dans un processus pensé d'avance. Une démarche itérative, c'est qu'il faut que je me donne la possibilité de toujours revenir en arrière. Donc, mettons que la direction prend une orientation de retour au bureau en disant 3 jours à la maison, 2 jours au bureau. Puis maintenant, débrouillez-vous. Mais il va y avoir des modalités locales, il va y avoir des ajustements locaux qui vont venir remettre en cause cette orientation stratégique-là. Ça, c'est une itération. Ça veut dire qu'on revient à la phase de conception de l'orientation stratégique et on essaye d'adapter. Donc, ce n'est pas juste un processus qui avance. On peut revenir en arrière, mais ce n'est pas un problème. Il faut revenir en arrière pour ajuster, réfléchir, revoir comment on fait. Et le dernier principe, c'est un principe très basique, ou en tout cas classique plutôt en gestion de projet, il faut faire le suivi. Il faut faire le suivi des modalités qu'on a implantées. Comment les gens ils se sentent là-dedans? Comment elle va ma performance? Comment la santé est impactée? Est-ce que les gens ils veulent quitter le travail parce qu'ils sont plus satisfaits? Donc, il faut que je fasse le suivi des impacts, des modalités locales que j'ai élaborées. Passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. La diapo suivante, c'est le modèle. Okay? Donc, quand on a suivi le projet de recherche, on s'est rendu compte que les gens ils s'étaient réorganisés, mais ils ne s'étaient pas réorganisés seulement à travers la dimension organisationnelle du télétravail. En fait, cette réorganisation-là avait impacté tout un tas d'autres dimensions de l'organisation. Passons à la diapo suivante, je vais vous expliquer boîte par boîte ce que j'y mets dedans. La première boîte, évidemment, enjeu du télétravail, ça sonne à la maison. Excusez-moi. La première boîte, c'est les consignes gouvernementales. Okay? C'est sûr que le retour au bureau, il va être impacté par ce que le gouvernement va déterminer comme consigne gouvernementale. Okay? Ça, c'est clair. Donc, on ne va pas faire un retour au bureau à 100% si le gouvernement il dit le 10 janvier, il n'y a que 25% des personnes qui rentrent. Okay? Donc, la première des choses à être au clair d'eux, c'est quoi les consignes qui viennent d'en haut et qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas négocier. Diapo suivante, s'il vous plaît. La deuxième boîte, elle est très importante. C'est parce que votre organisation, elle a des orientations stratégiques. Comme je vous disais tout à l'heure, elle veut réduire l'empreinte locative, elle veut flexibiliser, elle veut faire un processus de flex office avec des postes de travail non attribués. Bref, il y a tout un tas d'orientations stratégiques qui se jouent derrière le retour au bureau. Mais c'est clair que quand on élabore le processus, quand on se met dans le processus de retour au bureau, il faut être au clair sur c'est quoi ces orientations stratégiques. Parce que si vous élaborez des modalités de retour au bureau qui vont à l'encontre des orientations stratégiques de l'entreprise, il y a de fortes chances que ça fonctionne moins bien. D'accord? Donc, il faut être au clair sur c'est quoi ces orientations stratégiques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et c'est là où on rentre dans la question du retour au bureau versus le télétravail. Okay? Ce n'est pas la même chose. On s'est rendu compte que le télétravail, évidemment, il est dans la boîte organisation du travail. Okay? Donc, la plupart des réflexions qu'il y a en ce moment sur le retour au bureau, elles se centrent autour de la dimension organisation, de la dimension télétravail, combien de jours. Puis, grosso modo, là, ça se joue entre est-ce qu'on revient 3 jours au bureau ou est-ce qu'on revient 2 jours au bureau? C'est pas mal ça, le débat actuel du retour au bureau. Okay? Mais à cette boîte organisation du travail, il y a de nombreuses autres boîtes qui sont rattachées, notamment la boîte des technologies de l'information et de la communication. Si vous décidez de mettre tout le monde en télétravail, vous avez intérêt à avoir l'équipement nécessaire, des solutions infonuagiques, d'avoir les serveurs sécurisés qui permettent de se connecter, d'avoir les bonnes connexions Internet. Donc, il y a tout un tas d'enjeux qui vont suivre la décision d'organisation en télétravail. C'est pareil pour l'aménagement de l'espace. Si vous décidez de faire du télétravail, votre espace ne va pas être occupé de la même façon. S'il y a des consignes sanitaires de distanciation, l'espace ne va pas être occupé de la même façon. Donc, forcément, ça va avoir un impact sur l'aménagement de l'espace dans votre organisation. C'est la même chose pour les ambiances physiques. La ventilation dans les écoles et les universités, on en a beaucoup parlé. Et c'est la même chose pour les enjeux de sécurité. Par exemple, si vous êtes 25% à rentrer dans votre milieu de travail,
il va falloir penser le nombre de secouristes adéquats, il va falloir penser le nombre de mesures et de plans d'urgence qui vont permettre d'assurer la sécurité de ces 25% de personnes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et finalement, les 2 dernières boîtes, elles sont vraiment importantes. Puis je vous dirais que c'est même peut-être les plus importantes, mais c'est les plus difficiles à saisir. Parce que tous ces enjeux-là qu'on vient de décrire, ces 5 boîtes-là, ça fait un peu partie du travail prescrit. Ce n'est pas exactement ce qui se passe en réalité. C'est des consignes, c'est des orientations, c'est des volontés. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les choix qu'on va faire dans ces 5 boîtes-là vont avoir un impact direct sur ce que font les gens, sur leur travail, sur l'activité qu'ils développent pour atteindre les objectifs de performance et en préservant leur santé. Et que ce travail-là, il va avoir des impacts sur la santé. Okay? Puis que pendant la pandémie, il y a des gens qui ont été super contents. Il y a des gens qui ont été vraiment, vraiment très isolés. Il y a des gens qui ont été très stressés. Il y a des gens qui ont eu moins à faire. Il y a des gens qui ont eu leur travail intensifié, qui sont fatigués. Il y a des gens qui ont mal au dos parce qu'ils sont mal installés. Bref, la population de travail, je veux dire, dans votre organisation, elle a eu un état de santé. Elle est actuellement dans un certain état. Et donc, si on veut penser le retour au bureau, on ne peut pas exclure ces 2 boîtes-là. Il faut absolument penser qu'est-ce que les gens vont faire concrètement et comment ils se sentent actuellement et comment éventuellement ils vont se sentir en fonction des décisions qu'on va prendre dans les différentes dimensions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est le modèle. Okay? Ce modèle-là, il permet de penser le retour au bureau. Nous, on le montre dans ce guide-là aux gestionnaires en disant, si vous pensez votre retour au bureau, n'oubliez pas ces dimensions. Mais je pense que c'est aussi intéressant pour l'acteur syndical qui voit le processus de retour au bureau se décider autour de lui, peut-être sans être impliqué. Ça veut dire que ça vous donne une grille d'analyse. Vous pouvez regarder ce modèle-là et regarder dans votre milieu quelles sont les décisions qui sont prises et est-ce que les personnes qui portent ces boîtes-là dans votre entreprise sont impliquées. Ça va vous donner un indice de la façon dont le retour au bureau se fait. Suite au modèle, on pose une démarche en 3 phases. Je vais essayer d'accélérer un peu, je vois qu'il est déjà 19 heures. La démarche en 3 phases, elle est quand même présentée simplement, mais elle est quand même assez complexe. Okay? La première phase, c'est une phase stratégique. Ça veut dire qu'il faut décider le périmètre dans lequel vont se faire les modalités de retour au bureau précises opérationnelles. Okay? Donc là, on est dans l'ordre du stratégique. Deuxième phase, une fois qu'on a élaboré des premiers scénarios stratégiques, et là, il va falloir l'opérationnaliser. Et ça va être différent en fonction de nos unités, de nos centres de responsabilité, de nos services, de nos équipes, de nos départements. Donc, il va falloir élaborer des modalités très opérationnelles pour un certain groupe, un certain nombre de personnes. Et finalement, je vous parlais tout à l'heure de l'écart entre le prescrit et le réel, mais on peut aussi parler d'un écart entre la stratégie, ce qu'on veut faire, et puis l'opération, ce qu'on fait vraiment. Et il y aura toujours un écart. Okay? Et cet écart, il ne faut pas se cacher les yeux qu'il y a un écart. Ça ne sert à rien. Il faut plutôt essayer de le mettre en débat. Okay? La grande difficulté là-dedans, c'est que les mécanismes qui permettent de mettre en débat, souvent, ils n'existent pas vraiment dans l'entreprise. Okay? On a souvent des entreprises qui fonctionnent de façon très descendante. Fait que là, l'idée, c'est de proposer aux gestionnaires de dire, il faut que vous discutiez. Il faut absolument que vous mettiez en débat les modalités locales que vous mettez en place, parce que clairement, elles vont parfois venir modifier ou freiner ou rendre difficile l'atteinte des orientations stratégiques. Donc, il faut que le stratégique accepte de mettre en débat tous ces éléments-là. Diapo suivante, s'il vous plaît. On va rentrer phase par phase. Je vais accélérer un peu là-dessus. La première phase, c'est qu'il faut monter un comité de pilotage stratégique. Okay? Passez à la diapo suivante. Ce comité de pilotage-là, pour le constituer, il faut que j'ai un représentant ou une représentante de chacune des boîtes qu'il y a dans ce modèle-là. Okay? C'est peut-être des fois la même personne, c'est peut-être des personnes différentes. Il faut que j'ai une personne qui connaisse les consignes sanitaires. Il faut que j'ai une personne qui ait de l'influence sur les orientations stratégiques. Il faut que j'ai une personne qui soit au fait des solutions technologiques qui existent dans l'entreprise et de celles qui nous manquent. Il faut des gens des RH pour l'organisation du travail. Il faut des gens de l'aménagement de l'espace, des ambiances physiques, de la sécurité. Et surtout, et moi je pense qu'elle est là à votre place aussi, c'est qu'il faut des gens qui représentent le travail. Et ça, c'est vous. Il faut des gens qui représentent le travail et les travailleurs. Okay? Et c'est 2 choses différentes de représenter les travailleurs et le travail. Mais c'est très important, à mon avis, que vous puissiez siéger sur ces comités pour représenter le travail. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Une fois qu'on a assis les gens autour de la table, nous, c'est ce qu'on recommande aux gestionnaires. Une fois qu'on a assis les gens autour de la table, il faut qu'ils élaborent des premiers scénarios. Et là, nous, on n'a pas de recette magique. On n'a pas de meilleur scénario. On ne peut pas vous dire ça. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de ce qu'elle fait, ça dépend de la technologie qu'elle utilise. Donc, la question, c'est de s'entendre sur un périmètre, quelque chose qui n'est pas trop prescriptif. Vraiment se donner des idées de là où on va. Par exemple, un exemple d'orientation stratégique, ça pourrait être de dire le retour au bureau, on va le faire décider par équipe. Chaque équipe va choisir comment ils vont organiser leur travail à partir de maintenant. Donc ça, c'est des orientations stratégiques. Et une fois qu'on s'est entendu sur ce périmètre-là, ces orientations globales, on le transmet à l'ensemble des directions de l'organisation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Une fois qu'on a fait la phase stratégique, il faut aller dans la phase opérationnelle. Donc, les directions ont reçu les différents scénarios et le périmètre dans lequel on va élaborer les modalités locales. Mais là, il faut reconstituer d'autres comités. Il faut s'assurer qu'autour de cette discussion au niveau opérationnel, on retrouve toutes les différentes logiques du modèle que je vous ai présenté. Et il faut faire un retour d'expérience. Et ça, c'est très important. Puis vous pouvez avoir un rôle à jouer là-dedans. Il faut faire un retour d'expérience dans le sens de dire, de s'asseoir avec les travailleurs et les travailleuses et puis de se dire, au niveau du travail, comment vous vous êtes réorganisé pendant la pandémie? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les décisions qui ont été prises? Comment ça fonctionnait au niveau de votre service et au niveau de la santé? Comment vous vous sentez? Quelle est votre perspective par rapport au retour au bureau? Quelles sont les attentes que vous avez? Comment vous avez souffert ou pas souffert de la COVID pendant la COVID? C'est ça. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est le modèle. Passons à la diapo suivante aussi. Ça, c'est les gens qui doivent être présents sur la réflexion retour d'expérience. Ça, c'est un outil qu'on a conçu dans le guide. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Okay, c'est une tentative. C'est un outil qui représente un continuum. Un continuum qui représente la proportion de personnes en présence au bureau ou à distance à la maison. Et donc, on peut avoir des gens 100% au bureau, des gens 100% à distance. Et entre les deux, on a toutes les infinités de possibilités. L'idée là-dessus, c'est de prendre cet outil-là et d'essayer de positionner pendant la COVID qui était où. Et là, on vous demande de fonctionner par unité fonctionnelle. Donc, c'est les plus petits groupes homogènes qui permettent de réfléchir le retour au bureau. Ça peut être une équipe, ça peut être un service, ça peut être un département, ça peut être peu importe. Ça dépend des entreprises. Et à partir de là, c'est demander aux gens comment étiez-vous réellement organisé. Donc, par exemple, si on prend le service d'impression et d'insertion, on se rend compte qu'il y avait 90% des employés qui étaient 100% du temps au bureau et qu'il y avait 10% des employés qui étaient 100% du temps à distance. Ça veut dire qu'il y avait une répartition un peu inéquitable, okay, mais on va y revenir après ça. Mais ça veut dire qu'il y avait 90% des employés qui travaillaient au bureau et qui n'avaient pas le temps, qui ne pouvaient pas faire du télétravail puisqu'ils travaillaient sur des machines. Si on prend le continuum de travail au bureau dans le service à la clientèle, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait 50% des gens qui étaient tout le temps à distance, puis 50% des gens qui étaient quelques jours par semaine dans les bureaux pour accueillir de la clientèle en physique. Et si on prend le dernier, le continuum dans le département de suivi et de traitement des dossiers, excusez-moi, c'est écrit vraiment petit sur mon écran, mais on se rend compte qu'il y avait 90% des employés 100% à distance et on en avait 10% qui venaient une journée par semaine. Et ce 10%-là, c'était celui qui ouvrait les courriers dont je vous parlais tout à l'heure. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, vous faites un peu la liste par unité fonctionnelle de qui était où pendant la pandémie. Ça vous donne une idée un peu de comment s'est réparti le télétravail. Et là, vous allez voir apparaître les différences entre les services. Vous avez vu, moi, j'ai nommé 3 services de la même organisation et on avait 3 répartitions en télétravail complètement différentes. Donc, comment je peux négocier une entente de télétravail unique pour ces départements qui ont toutes des façons de faire qui sont différentes, okay? La deuxième chose à faire, c'est d'essayer de comprendre l'état de santé et la capacité réelle de télétravail des employés. Il y en a qui ont souffert, il y en a qui n'ont pas souffert, il y en a qui ont changé de vie, il y en a qui ont déménagé, il y en a qui ont pété un plomb, il y en a qui se sont sentis seuls, il y en a qui se sont révélés des passions, peu importe. Les gens, ils ont vécu la pandémie différente et il faut comprendre comment les gens ils l'ont vécu. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ça, cette compréhension de l'état de santé, ça va vous permettre de moduler votre continuum. Okay, ça va permettre de dire, bon, dans le service d'impression, pendant la pandémie, on a eu 90% des employés qui étaient sur leur poste au bureau.
Et les 10% qui faisaient du clérical, ben, finalement, ils ont été envoyés à la maison. Mais les 90% qui restaient au bureau, ils se sont sentis floués. Okay, ils ont eu un sentiment d'inéquité totale. Si ça, je ne le sais pas, je ne vais pas changer ma façon de faire. Mais maintenant que je sais qu'il y a un sentiment d'inéquité, puis que éventuellement les gens, ben, ils vont changer d'emploi ou qu'ils vont moins performer ou que peu importe, ben ça va venir me faire moduler. Ça va venir dire que peut-être que je peux réorganiser mon travail pour leur donner des tâches cléricales et ainsi leur donner la capacité d'aller faire du télétravail. Okay, diapo suivante, s'il vous plaît. La dernière chose importante, puis après il me reste 2 diapos, c'est qu'il faut considérer la dimension socio-affective du travail. Nous, c'est ce qu'on dit aux gestionnaires. Okay, les gestionnaires, dans leur tête, ils voient beaucoup des rendements, de la productivité, de l'atteinte des objectifs de performance, et on en oublie que le travail, il est avant tout humain. Okay, on en oublie que le travail, il est fait par des humains qui mobilisent leur dimension socio-affective pour réussir à faire leur boulot. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, prenons au service à la clientèle. Il y a des clientèles qui sont plus difficiles que d'autres parce qu'il y a des situations de pauvreté, des situations de misère, il y a de la colère, il y a de l'agressivité face à une injustice liée au système, peu importe. Il y a des clientèles qui sont difficiles. Si je ne suis pas en capacité de pouvoir ventiler, après m'être fait insulter pendant 2 heures dans un exercice avec la clientèle où je le recevais pour traiter son dossier, si je ne suis pas capable de ventiler avec mes collègues parce que ça a été dur et de trouver des façons de faire différentes pour désamorcer les émotions négatives de mes clients, c'est la route vers l'épuisement professionnel. Okay, la même chose dans la formation. Quand j'arrive dans un nouvel emploi et que je n'ai pas de collègues en présence parce que je suis chez moi, comment je fais pour apprendre mon emploi? Comment je fais pour pouvoir déranger mon collègue 5 minutes, rigoler un peu et puis obtenir réponse à ma question? Ça, c'est la dimension socio-affective. Okay, et c'est absolument nécessaire d'aller comprendre dans les différents postes de travail qu'est-ce qui se joue dans cette dimension socio-affective. Parce que le télétravail a complètement masqué cette dimension socio-affective. Diapo d'après, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez, on est dans le service de suivi et de traitement des dossiers. Et la réorganisation dont je vous parlais, la rotation des tâches plus équitable, c'est à cause de cette dimension socio-affective. C'est parce que le collectif était tellement d'accord que tout le monde devait pouvoir faire cette rotation-là. OK? Excusez-moi, je me trompe un peu d'exemple. C'est pas ça l'exemple. Vous voyez, il est un peu tard, moi aussi, je commence à fatiguer. C'est plutôt que dans ce service-là, on rentre à tous les étés plein d'étudiants. Okay, et plein d'étudiants qui ne savent pas faire la job. Peut-être que l'année prochaine, quand on va faire rentrer tous les étudiants, au lieu d'avoir tout le monde en télétravail, on pourrait se dire, bon, ben, en 3 semaines, les 3 semaines de là où rentrent les étudiants, on va faire du travail en présence pour intégrer les étudiants, répondre à leurs questions et s'assurer qu'ils fassent un travail de qualité sans porter atteinte à leur santé. L'idée là-dedans, c'est de pouvoir moduler votre continuum et de ne pas penser qu'il va y avoir quelque chose de fixe, de gravé dans le béton, parce que le travail il est toujours différent, les situations de travail sont toujours spécifiques. Changeons de diapo, s'il vous plaît. Et ça, c'est la dernière phase. Puis celle-là, je vais la passer rapidement parce que c'est la plus complexe, puis je n'ai pas vraiment de réponse pour vous. Okay? L'idée, c'est qu'il faut absolument mettre en débat les modalités locales de retour au bureau qui vont être conçues et les orientations stratégiques de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on préconise la création de 2 types de comités. Un comité stratégique et des comités locaux. Et ça ne suffit pas de créer ces 2 comités-là. Il faut créer une capacité de discussion. Il faut créer les mécanismes qui leur permettent de discuter, mettre en débat et collaborer ensemble pour pouvoir élaborer les modalités locales les plus efficaces et performantes. Si le stratégique arrête et refuse de discuter avec le local et l'opérationnel, ben on ne pourra pas avoir un retour au bureau qui va être sécuritaire et efficace. On va avoir des consignes qui vont être balancées vers le bas et on va avoir des gens qui vont contourner ces consignes et le stratégique ne sera jamais au courant de ça. Pour pouvoir discuter et mener ces discussions-là, l'idée, c'est de s'appuyer sur les outils qu'on vous a présentés. Par exemple, le modèle intégrateur, en disant, regardez, les gens des technologies de l'information et de la communication sont sur aucun comité, donc comment on peut penser le retour au bureau? Et c'est en utilisant les continuums pour montrer la diversité des situations qu'on retrouve. La diapo suivante, c'est, s'il vous plaît, c'est finalement l'adresse du guide. Donc, vous les avez aussi dans le chat. Si jamais vous voulez aller les consulter, évidemment. Vous avez nos adresses courriel en début de présentation
je vous invite à nous contacter si jamais vous êtes intéressé par ce guide-là et vous souhaitez en apprendre un peu plus ou vous souhaitez discuter avec nous de votre de votre processus de retour au bureau. D'accord? On est encore dans la première élaboration de ce guide-là. L'idée, c'est de dire qu'on a testé quelque chose, on a mis ce guide dans une première version. Maintenant, on veut voir qu'est-ce qu'il donne dans les milieux de travail. Donc, si vous allez l'utiliser, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse soit discuter un peu avec vous ou éventuellement même vous suivre dans l'utilisation de ce guide. Et surtout, ça nous intéresse de savoir comment les syndicats peuvent l'utiliser parce qu'on l'a conçu par et pour les gestionnaires vu qu'on n'a pas eu accès aux syndicats. Donc, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir savoir les syndicats. Est-ce que c'est un outil qui vous permet d'analyser votre processus de retour au bureau? Voilà, je vais me taire, j'ai assez parlé maintenant. Donc, je vous remercie vraiment de l'invitation et puis je me tiens à votre disposition, Maude aussi, pour les réponses aux questions que vous avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin, pour la présentation. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Je voulais juste, par rapport à ce que vous avez dit, vous parliez, c'est intéressant parce que vous parlez qu'on attend les consignes gouvernementales dans la région de la capitale nationale où nous sommes. Et compte tenu que le gouvernement du Canada est le principal employeur de la plupart des membres, je ne connais pas l'employeur de chacun des membres qui sont là, mais de la majorité des membres de la FPC dans la région, on fait face à 3 gouvernements. Il y a les consignes sanitaires du Québec, les consignes sanitaires de l'Ontario et les consignes du gouvernement du Canada comme employeur et comme gouvernement. Donc, on doit naviguer là-dedans. Puis, si d'une semaine à l'autre, ça peut être différent. On a le droit d'accéder à un restaurant en Ontario, mais au Québec, c'est interdit. Alors, là, mais même chose pour les consignes au niveau du travail. Donc, ça, c'est intéressant de tenir ça en ligne de compte. Ce que j'aime beaucoup, c'est, dans le fond, ce que vous nous dites à la fin, c'est on n'est pas obligé d'accepter à sa face même ce que l'employeur va nous dire. C'est comme ça que ça va se faire. Non. Puis nous, ben, on est des syndicalistes, alors on a des outils pour revendiquer. On peut déposer des griefs, par exemple. On a des outils qui nous permettent de contester certaines décisions de l'employeur. Donc, les militants qui sont là, ils savent qu'ils sont. Donc, non seulement c'est important de relayer à l'employeur l'expérience qu'on a eue pendant la pandémie où ça a bien fonctionné, mais aussi quand il va nous dire, ben voici comment doit se faire le retour au travail. S'il ne nous a pas consulté avant, ça sera le temps de lui dire non, on pense que ça pourrait se faire de telle et telle façon. Donc, ça, je pense que c'est très intéressant. Là, je vais aller voir. Alors, c'est un bon moment, si vous avez des questions, de les écrire dans la boîte. Je vais aller voir un peu ce qu'on a comme question. Alors, il y a Lucie qui nous dit, bon, ça fait presque 18-19 mois maintenant qu'on fait le télétravail. Comment puis ça fonctionne bien parce que les derniers chiffres qu'on avait pour le gouvernement du Canada, c'est 80 à 85 des employés sont encore aujourd'hui en télétravail. Alors, donc, ça fonctionne. Le gouvernement ne s'est pas effondré, les services sont rendus, les chèques de la PCRE ont été livrés. Alors, comment vous voyez ça, vous? Est-ce que c'est suffisant de dire à l'employeur ça fonctionne bien, on veut que ça continue comme ça? Ou il va falloir engager un dialogue quand même plus complet que ça avec l'employeur? Bon, c'est une question difficile parce que ce que ça pose, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la question du rapport de force, syndicat-employeur, qui est quelque chose dont je n'ai pas l'expertise. Et je pense qu'il y a tout un tas de stratégies syndicales qui amènent à ça et que ça fait partie des outils que vous avez pour revendiquer. Puis il y a la question de est-ce que l'employeur et les syndicats, ils ont l'information sur comment les membres se sentent réellement actuellement? Okay? Donc, pour les syndicats, je ne sais pas. Puis, je ne veux pas me faire jeter des cailloux ce soir, donc je vais rester sur je ne sais pas. Par contre, pour les employeurs, je sais qu'ils ne savent pas. Okay? Je sais qu'ils ne l'ont pas, cette information, parce que leur dispositif de gestion a tendance à masquer le travail. Okay? Donc, l'idée, c'est de se dire, finalement, comment, en tant qu'acteur syndical, vous pouvez aller chercher la question du travail, ce que font vraiment les gens, pour venir questionner la future ou les futures organisations du travail. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire tout le monde veut rester à la maison. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens qui veulent retourner au bureau parce qu'ils sont plus productifs, parce qu'ils voient les collègues, parce qu'ils en ont marre de rester à la maison, parce que pour plein de raisons. Mais il y a plein de gens qui ne veulent pas du tout retourner au bureau pour plein d'autres raisons. La question, à mon avis, c'est de réussir un peu à sonder qui dans votre organisation veut retourner au bureau, pour faire quoi,
Puis ça, c'est la question du travail. Et aussi, qui ne veut pas retourner à la maison, au bureau, pardon, mais aussi pour faire quoi? Parce qu'il ne faut pas masquer la question du travail. Il ne faut pas masquer la question de ce que font les gens. Les gens, ils ne choisissent pas juste la maison ou juste le bureau pour des raisons existentielles ou pour des raisons de conditions de vie. Il y a la question du travail qui est centrale et selon moi, l'acteur syndical a un rôle à jouer là-dedans, c'est d'aller saisir cette information-là qui, pour l'instant, n'est saisie par très peu de monde. Okay, this one will be in English. Ken is asking, so basically there are people who don't want to return back Ils ne to veulent pas retourner au travail. Certaines personnes veulent retourner au travail désespérément pour les raisons que vous avez données. Alors, comment est-ce que l'employeur et l'employé peuvent gérer cet aspect-là pour ceux qui ne veulent pas du tout revenir au travail et pour ceux qui sont désespérés de retourner au milieu de travail afin d'interagir avec les collègues? Alors, quelle est la négociation qu'on doit faire entre l'employeur et l'employé? Alors, encore une fois, pour ce qui est de la médiation, ce n'est pas juste une question d'opinion individuelle, ce n'est pas juste une question de moi, qu'est-ce que je veux, car parce que j'ai une belle maison dans la forêt et je vais y rester. Je pense que l'idée clé, c'est de savoir comment est-ce que mon travail est possible dans mon travail ou au bureau. Comment est-ce que mon travail va influer sur le travail des autres? Nous devons quand même nous pencher sur le travail. Alors, l'élément clé ici, et ce qu'on a essayé de vous montrer dans le guide, c'est une question de créer des espaces où les gens peuvent se parler entre les employeurs et l'employé, représentés par les syndicats. Comment avoir ces discussions? Car si la discussion ne se fait pas, En français, on dit des discussions de It's just gonna be people talking and no decisions. un dialogue de sourds. Alors, comme syndicat, l'élément clé est de se pencher sur l'environnement organisationnel et voir où est-ce qu'on peut avoir ces discussions et comment ces discussions sont faites, si c'est fait immédiatement. Merci. Meta nous demande comment convaincre les gestionnaires qui pensent d'une façon très linéaire et qui ne veulent pas revisiter un éventuel plan de retour au bureau une fois que celui est déjà implanté. Alors ça, c'est aussi une discussion, c'est aussi une question difficile. Et n'étant pas moi-même travailleur syndical, n'étant pas moi-même quelqu'un qui occupe une fonction syndicale, je ne veux absolument pas vous dire quoi faire dans votre travail. OK? Mais je pense que dans la question du travail réel, de ce que font vraiment les gens, il y a tout un tas d'histoires, tout un tas de récits qui peuvent venir démontrer pourquoi la décision de l'employeur ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'il faut discuter avec vos membres, il faut essayer de mettre en situation les membres et vraiment se baser sur des histoires. Okay? Lundi matin, Roger, il a voulu faire ça et en fait, il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas pour telle raison. Fait que votre travail là-dedans, c'est un travail d'enquête. Il faut aller chercher l'histoire qui va faire mal à l'employeur. Moi, je pense que c'est un peu ça la façon dont on peut se sortir. Mais c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de très complexe. Je vous le dis bien humblement, je vous dis ça, mais comment le faire concrètement dans les limites du périmètre de votre action syndicale? Ben ça, c'est notre paire de manches. Mm-hmm. And so Anne is asking, but at the end, it will be the employer who has the final say. L'employeur qui a son dernier mot. Le dernier mot à dire, oui, ce sera l'employeur. Vous savez, c'est à la base du système où l'employeur a le droit de décider, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas contrer cette décision ou vous ne pouvez pas mobiliser vos membres afin de collaborer avec l'employeur, comment influencer ces décisions. Vous savez, ça fait partie de vos outils. Vous pouvez faire preuve de collaboration, vous pouvez vouloir vous battre. Alors oui, ce sera à l'employeur de décider. Alors, vous avez quelques cartes à jouer. On a encore facilement 15 à 20 minutes devant nous. Alors, si vous avez des questions, je regarde, j'en profite pour, j'essaie
d'échanger avec Martin tout en regardant la boîte des questions. Alors, il y a Sandy qui dit, par exemple, elle est actuellement 100% télétravail. Et ce qui l'inquiète, ça va être comment s'adapter lorsqu'elle va retourner au travail. Alors, est-ce que dans votre modèle, donc c'est le dialogue qui va permettre ça? Ben, c'est ça. Puis la situation de Sandy, ça va être la situation qui va être vécue par énormément de personnes qui vont se voir imposer un retour au bureau alors qu'elle s'était habituée pendant des mois et des mois à travailler différemment. C'était créé tout un tas de stratégies. Et c'est pour ça que l'acteur syndical, il est fondamental. C'est que individuellement, chacun des employés ne pourra rien faire individuellement. Puis ça, je vous apprends rien. C'est le principe même du syndicalisme. C'est qu'individuellement, on ne peut rien faire face à l'employeur. Fait que là, la question, c'est stratégiquement, comment le syndicat va se donner les outils. Moi, je pense que c'est à travers la question du travail réel et des histoires du travail qu'on peut essayer d'emmagasiner. Comment on se donne les outils pour aller outiller ce rapport de force-là. Mais je suis d'accord, il y a beaucoup de monde. Si on est forcé de retourner au bureau le 10 janvier sans avoir eu le temps de se préparer et puis de savoir où on s'en va, il va y avoir énormément de souffrance. Et il peut y avoir des départs aussi. Il y a des gens qui vont refuser de retourner. Et ça, c'est un message qu'on peut envoyer à l'employeur. Si tu n'es pas souple dans ton retour vers le milieu de travail, ben, tu risques de perdre des forces vives là, avec lesquelles tu comptes pour reprendre le travail après la pandémie. Absolument. Là, le mot que tous les employeurs ont à la bouche en ce moment, c'est la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, c'est une autre façon, puis vous le savez très bien, de désigner le fait qu'on a des conditions de travail très mauvaises pour une productivité toujours plus forte. Et donc, on se dit, au lieu de se regarder soi-même, on se dit, ah, ben là, les employés, ils sont plus là, la pénurie de main-d'œuvre. OK. Mais là, peu importe, vous pouvez reprendre ces termes-là. C'est un argument que vous pouvez aller chercher, les intentions de quitter de votre personnel. Ça va faire mal à l'employeur, ou en tout cas, ça va lui faire peut-être reconsidérer sa façon de gérer ça. Je vous relancerai justement sur la productivité. Est-ce que vous avez pu prendre connaissance d'études qui donnent un état de situation? Est-ce que la productivité dans le milieu de travail, là, on parle des membres de l'Alliance de la fonction publique, travaillent beaucoup dans du travail clérical, analyse de dossiers, services auprès de la population. Est-ce que les études que vous avez consultées après 18, 19 mois de pandémie, est-ce que la productivité est demeurée au rendez-vous ou il y a eu des baisses dans certains milieux? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Je vais peut-être faire appel à ma collègue Maude qui a un regard plus précis sur la littérature scientifique à ce sujet. Bonsoir à tous. C'est ça, j'allais proposer justement à Martin de venir en aide. Vous comprendrez, si vous connaissez un peu l'univers de la recherche, actuellement, il y a très peu de données qui sortent sur ces choses-là. C'est des choses qui vont peut-être sortir plus tard. On n'a pas d'études, et je ne veux pas vous dire de chiffres parce qu'on ne le sait pas. On entend que les gens disent ça va bien, mais oui, ça va bien, mais à quel prix? À quel prix sur la santé des gens? C'est ça la question qu'on va poser. On dit tous et on entend tous, oui, mais on arrive à faire le travail, ça a bien été, on s'en est sorti. Mais le coût à payer, c'est ça la question qu'il faut revenir. Santé physique, troubles musculo-squelettiques, santé mentale. On a dû s'adapter, et je reviens un peu à la question précédente, il y a eu une grosse adaptation à partir du 13 mars, et on va nous redemander une grosse adaptation pour revenir. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, pour revenir, répondre de façon courte, on n'a pas de données là-dessus. Peut-être il y aura des études qui vont mesurer ce genre de choses plus tard. OK, merci beaucoup. Geneviève qui demande, est-ce que vous avez un peu touché, mais elle se demande, est-ce que ça serait des ententes individuelles d'employeur avec l'employé qui serait la marche à suivre ou vous pensez qu'il faut que ça soit fait de façon globale, dans le fond, les ententes de retour vers le bureau? Là? Alors, il faut faire attention à l'individualisation, OK? Parce que ça, moi, je pense que pour vous, les syndicats, ça ne fait pas votre affaire. Parce que ça, c'est compliqué. Si on commence à individualiser le rapport au travail, puis l'employeur, il veut aller vers là parce qu'il sait très bien que c'est comme ça qu'il a plus de force, on va créer des monstres bureaucratiques de gestion de problèmes et de gestion de choses là. Et en plus, individualiser le travail, ça fait en sorte qu'on ne reconnaît pas que le travail, il est avant tout collectif. Moi, quand je bosse, là, quand je fais mon travail, ben, j'ai une partie de ma tâche que je fais peut-être certes seul, mais en fait, après, je travaille en collaboration avec plein d'autres gens. Par exemple, ce guide,
on ne l'a pas écrit chacun de notre côté. On a fait des rencontres de travail pour savoir comment on voulait amener. Et c'est parce qu'on a pu se rencontrer en présence à cette époque-là. On avait commencé sur Zoom, puis ça marchait plus ou moins bien parce que tout le monde était happé par ses mails, par le téléphone, par ceci, cela. Là, on s'est rencontrés en présence, puis ça a avancé à une vitesse incroyable. On a l'impression d'avoir fait du bon travail. Mais le travail, c'est ça. Même si j'ai l'impression que parfois mon travail est très solitaire ou individuel, ce que je fais est forcément collectif. Donc, le retour au bureau doit être pensé de façon collective. Mais penser le retour au bureau de façon collective, ça ne veut pas dire penser un retour au bureau. Ça peut vouloir dire qu'il y a des petits collectifs qui vont avoir un type de retour au bureau, il y a des plus gros collectifs qui vont en avoir un autre. Mais pour ça, il faut que je comprenne justement la dimension collective de mon travail. Donc, faites attention de ne pas tomber dans le piège de soit c'est une entente pour tout le monde ou soit c'est individuellement géré. Il y a plein de choses entre les deux qui peuvent être de façon collective. Merci beaucoup. I just want to remind the participants that it's still time if you want to. Participants, si vous avez des questions, si vous voulez poser des questions, allez-y, allez-y. Je vais aller voir dans la liste de celles que je vous mentionnais. S'il y a des questions touchant des situations particulières ou, par exemple, je pense aux questions de vaccination, on ne va pas les adresser. Martin et pas. C'est des questions qui doivent toucher l'employeur, alors on ne va pas toucher à ça. Il n'y en a pas pour l'instant, mais je vous mentionne qu'on veut rester au niveau général. Donc, je pense qu'on a fait, laissez-moi regarder, voir si on a fait le tour. Marc, je ne veux pas te mettre devant le fait accompli, mais s'il y a parce que Marc est notre agent de santé sécurité pour la région. Alors, Marc, il y a peut-être soit des histoires ou des choses qu'il voudrait apporter avec Martin. Ah bien, merci Pierre. Premièrement, je suis complètement d'accord avec les commentaires faits par Martin parce que trop souvent, on voit, dans mon humble expérience, le fait que les employeurs veulent faire toutes les étapes seuls sans l'intervention des syndicats. Et ce n'est pas l'intervention, c'est peut-être pas la bonne terminologie, mais la participation, la coopération. Parce que, évidemment, la plupart du temps, on a le pouls de nos membres. Sinon, on peut l'avoir quand même assez vite, dépendant évidemment de l'entreprise, la grosseur de la section locale, et ainsi de suite. Mais par contre, on est là évidemment pour représenter les membres, mais par contre, on peut souvent avoir le pouls des membres vite et puis donner la bonne information à l'employeur pour que ce soit un retour, dans ce cas ici, on parle du retour au travail, mais que ça soit fait avec succès pour chacun et chacune des membres dans l'ensemble. Ça fait que ça, c'est primordial de s'assurer que les comités de santé et sécurité des sections locales participent. Et puis, si l'employeur ne le fait pas, de les aviser, pas de s'imposer, mais de leur demander avec vigueur, si je peux dire, la demande de participer dans le processus. Merci, Marc. Ken is asking, because Ken pose une question. Au cours des derniers mois, on a constaté que puisque les gens sont en télétravail, que les gaz à effet de serre est en baisse. Martin, croyez-vous que ce sont des arguments que les employeurs pourraient écouter à un moment donné? Mais c'est un excellent argument. Est-ce que l'employeur va écouter? Je ne sais pas, ça dépend de l'employeur. Il y a beaucoup d'employeurs qui parlent vers, ça pourrait être bon pour eux. Mais il ne faut pas oublier que lorsque nous travaillons en ligne, il y a une immense infrastructure d'appareils, d'émissions de gaz à effet de serre qu'on ne sait pas exactement si c'est meilleur pour l'environnement. Même si les dauphins sont retournés en Venise, on ne sait pas si c'est meilleur pour l'environnement ou non. Mais un webinaire Zoom, comme ça prend de l'électricité, la bande passante, etc. Donc, ce n'est pas neutre en carbone. Stéphane,
c'était fait avec le gouvernement du Québec. Est-ce que vous avez aussi au niveau du gouvernement du Canada, est-ce que vous avez eu soit par des collègues ou des non, au niveau de Non. la recherche là-dessus, vous n'avez pas du tout suivi? Les seuls pour l'instant qu'on a dans le fédéral, c'est vous. Fait que là, c'est de voir comment vous allez pouvoir vous approprier ça. Nous, on est vraiment, vraiment très curieux de voir si vous vous l'appropriez ou pas et puis comment on peut vous aider là-dedans en tant que syndicat à s'approprier ça. Toujours est-il que l'organisation qu'on a suivie, on leur a évidemment présenté nos résultats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont embarqué dans une démarche qui n'est pas tout à fait celle qu'on a présentée, mais qui ressemble, qui reprend des jalons et des repères qu'on a présentés. Donc, je pense qu'il peut y avoir une volonté de la part des organisations d'embarquer là-dedans parce que il faut quand même reconnaître que cette question du retour au bureau, là, c'est compliqué pour les gestionnaires. C'est quelque chose qui rend ça vraiment compliqué parce que eux aussi, ils évoluent dans un monde complètement nouveau. Comment je contrôle mes employés, comment le travail se passe, comment je les soutiens, comment je leur donne de l'aide. Donc, eux aussi, ils sont, pour parler vulgairement, ils sont emmerdés par cette question du retour au bureau. C'est pour ça que je pense que il y a peut-être une petite porte pour le syndicat d'être vu comme un collaborateur potentiel. Pas toujours, mais peut-être si vous amenez un peu la question du travail. Parce qu'ils ne le feront pas. Alors, j'ai mis dans le chat pour les participants votre courriel. Vous l'avez mentionné, alors j'en ai profité pour le mettre. Merci. Alors, laissez-moi voir si… non, je pense qu'à ce moment-ci, les questions, on a pas mal répondu. Je ne sais pas si… alors, it's still time. I will leave a few minutes if you need to ask a question, please. Si vous avez des questions à poser, mettez-les, s'il vous plaît, dans la boîte de questions-réponses. Laissez-moi vérifier, m'assurer que je manque rien. Non, je pense qu'on a fait… c'est ça, on a parlé donc individuel par rapport au collectif. Vous calculez qu'il faut prendre ça de façon globale pour pas justement… L'exemple que vous avez donné du groupe qui était en présence, mais qui a fait un travail finalement de numériser les documents qui ont servi à leurs collègues qui étaient eux en télétravail. Et ça, c'est une consigne qu'eux-mêmes se sont donnée. C'est un travail qu'eux-mêmes ont décidé de faire, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et ce que ça nous montre, ça, c'est que la dimension socio-affective, c'est ça qui leur a permis de guider leurs décisions là-dedans. C'est parce qu'ils se rendaient compte que les collègues étaient surmenés, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose d'inéquitable. Donc, ça ne s'est pas seulement joué dans la notion de productivité. Ça ne s'est pas seulement joué dans la notion de performance. Ça s'est joué dans la relation qu'ont les gens à leur travail et à leur équipe. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de le penser collectivement. Mais de le penser collectivement, ça ne veut pas dire de le penser dans une seule façon. Et ça, c'est fondamental. Okay? Il faut absolument que vous soyez capable de faire remonter toute cette diversité de situations pour venir mettre à mal la décision unilatérale de l'employeur. C'est vraiment fondamental. C'est ça. Et ce que vous mentionnez, c'est dans le fond le rôle, par exemple, de nos comités de santé et de sécurité. Ça pourrait être de faire cette enquête-là. Comment ça s'est passé pendant la pandémie? Voici ce qu'on a réussi à faire en adaptant les méthodes de travail et la productivité étant au rendez-vous. Pourquoi, employeur, vous n'accepteriez pas qu'on puisse continuer à utiliser? Dans le fond, c'est ça qui est important. C'est de l'histoire, il faut qu'elle remonte auprès des gestionnaires pour que ça devienne une partie prenante de leur décision, finalement. Exactement. Puis la première action, ça peut être Puis moi, je l'ai fait dans ma propre organisation, et d'envoyer le guide. D'envoyer le guide aux gens qui le font, parce que ces gens-là, ils sont pris là-dedans et ils n'ont pas d'idée de comment le faire. Ça peut être la première action. Et après, ça peut être de nous appeler pour en discuter. Excellent. Je pense qu'à ce moment-ci, à moins que je me trompe, laissez-moi regarder, j'essaie de faire trois choses en même temps. En attendant, je vais peut-être me permettre juste un petit commentaire. Les mots qu'on utilise pour décrire cette situation sont très importants. Et nous, on a eu beaucoup de débats sur la question de est-ce qu'on parle de retour au travail ou est-ce qu'on parle de retour au bureau? Okay. Là, on était dans une administration provinciale, qu'on a parlé de retour au bureau. C'est parce que si on rentre dans la question du retour au travail, c'est qu'on renie le fait que les gens, ils ont continué à travailler pendant la pandémie. Et ça, c'est très, très important. Les gens, pendant la pandémie, ont continué à travailler, à développer des stratégies pour réussir à performer. Les gens, ils ont bien fait ça. Et ils l'ont fait, des fois, au prix de leur santé, au prix de leur réseau social, peu importe. Donc, je pense que ce qui est très important aussi pour vous, c'est de faire attention aux mots que vous utilisez parce que l'employeur va vous amener sur des mots
qui ne feront pas votre affaire à la fin. Donc, vous, c'est important aussi dans le rapport de force de dire ce n'est pas le retour au travail, c'est le retour au bureau. Ce n'est pas la même chose. Le travail a toujours été là. Mes membres, ils ont toujours travaillé. On a toujours produit. Ça, je pense que c'est très, très important. Effectivement, parce que sinon, on joue sur le terrain de l'employeur, puis là, on est coincé dans un paradigme qui dit, ben non, le retour au travail, oui, effectivement, parce que comme je vous dis, les exemples qu'on a, c'est que puis les personnes qui sont là ce soir travaillent beaucoup pour le gouvernement du Canada, puis les services du gouvernement du Canada ont été donnés pendant la pandémie, là, même si vous vous rappelez bien, lorsque ça a été les mesures d'urgence pour aider les travailleurs qui avaient perdu leur emploi, elles ont été mises en place d'une façon peut-être encore plus rapidement qu'on aurait pu le faire dans un travail en présence. Ça s'est fait en quelques jours et les Canadiens ont touché la première chèque. Et ça, ce sont nos membres, une bonne partie des membres de la FPC qui étaient derrière ce travail-là. Donc c'est important, comme vous dites, c'est le retour au bureau et non pas le retour au travail parce que le travail, lui, n'a jamais cessé. Exact. Effectivement. Parfait. Laissez-moi regarder à la fin. Alors, c'est bien, il y a des gens qui nous remercient, puis je pense que on finit un petit peu plus tôt que prévu, mais je pense qu'il n'y a personne, après des réunions Zoom toute la journée, je pense qu'il n'y a personne qui va se plaindre. Alors, il me reste à vous remercier beaucoup, Maude et Martin, d'avoir fait cette présentation. Je rappelle aux participants qu'on a mis qu'on a mis dans le chat à plusieurs reprises le lien vers le site de l'IRSST dans lequel vous pouvez avoir accès au guide et aux documents de la présentation de ce soir. Et donc, comme Martin le mentionnait, c'est quelque chose que vous pouvez faire remonter chez vos gestionnaires. S'ils l'ont pas vu, ça peut leur ouvrir des horizons pour eux et tout ça. Alors, merci aux participants, merci à notre équipe de techniciens de ELC et aux interprètes. J'espère qu'on vous a pas trop malmené. Je pense que Martin, votre débit était, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais je me suis promené de l'anglais vers le français, puis je pense qu'on a réussi à passer l'information. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et il est 19h42, puis à ce moment-ci, on va mettre fin au webinaire. À la fin, j'ai mis aussi dans la boîte de clavardage mon courriel personnel. Si jamais vous avez des questions, vous n'avez pas eu le temps de prendre celui de Martin, envoyez-nous les questions, puis on les fera suivre à Martin et à Maude. Et alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes et restez à l'écoute pour les prochains webinaires qu'on organisera dans la région. Merci à tout le monde. Merci, bonne soirée à tous.